J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu ferais si demain, je te donnais 1 million d'euros à dépenser? La seule règle, c'est que tu dois dépenser effectivement entièrement ton million d'euros. Allez, let's go me dire en commentaire ce que tu en ferais et je mettrai aussi ce que j'en ferais de mon côté. Bon, c'est clairement pas le bon début pour un épisode thread d'horreur, mais je veux en savoir plus sur toi, donc ça m'intéresse ce que tu vas mettre en commentaire. Bref les amis, on enchaîne tout de suite avec 5 nouveaux threads d'horreur inédits que je suis sûr que vous allez kiffer. Allez, c'est parti. Alors pour cette histoire les amis, on va parler de Rémi. Et Rémi, c'est quelqu'un de bien qui vient malheureusement de vivre une rupture difficile avec son ex Elsa. Il explique qu'ils étaient super bien ensemble, mais que malheureusement toute bonne chose a une fin. Et donc leur relation s'est arrêtée. Et visiblement, Rémi est très triste d'avoir vu sa relation s'arrêter net. Rémi explique qu'il a vécu chez ses parents après la rupture et que du coup, il est en recherche d'un appartement. Il parcourt comme il se doit le Bon Coin à la recherche d'un petit appartement qui lui conviendrait. Il a alors du coup 28 ans et il vient à peine de rentrer dans la vie active, donc il n'y a pas un budget de dingue. D'ailleurs, moi j'ai passé 30 ans, j'ai toujours pas un budget de dingue. Un jour, il va tomber sur une annonce qui va lui taper dans l'œil. Un loyer abordable, un style d'appartement plutôt atypique et en plus l'appartement est meublé. Donc pas besoin de dépenser de l'argent dans un canapé, dans un lit, etc. Tout est déjà présent. Rémi compose donc alors le numéro du propriétaire et organise une rencontre avec le propriétaire des lieux. Quand il arrive au rendez-vous, Rémi découvre donc l'appartement qu'il a vu quelques jours plus tôt sur le Bon Coin. Et parfait car il est exactement comme sur la photo. En plus de ça, Rémi découvre des meubles en bois massif ancien qui certes sont vieillots, mais ça donne un charme incroyable à l'appartement. Après avoir déposé son dossier pour obtenir l'appartement, le propriétaire l'appelle quelques jours plus tard pour lui indiquer qu'il a l'appartement. Donc super nouvelle pour Rémi qui emménage une semaine plus tard dans l'appartement. Pour décrire l'appartement un petit peu, Rémi explique que lorsqu'on passe la porte d'entrée, il y a le salon sur la droite et la cuisine sur la gauche. Et tout est un espace ouvert, laissant du coup une pièce à vivre vraiment spacieuse pour lui. Il explique qu'il y a derrière le salon une pièce contenant sa chambre ainsi qu'une autre pièce contenant la salle de bain. Rémi est donc installé et il va nous dire que tout s'est réellement bien passé pendant plusieurs jours. Il va même kiffer retrouver son indépendance et ses moments seuls, à tel point que la rupture passe effectivement plus facilement que prévu pour lui. Et après quelques jours, Rémi explique qu'il est dans son canapé et alors qu'il regarde la télé tranquillement, il entend des bruits. Des grincements de parquet, des craquements de meubles, bref c'est un peu bizarre. Il raconte que ces bruits, il les avait déjà entendus lors des premiers jours, mais étant dans une euphorie de l'emménagement, il s'était pas attardé dessus. Bref, Rémi à ce moment-là, il panique pas, car c'est normal, il est dans un vieil immeuble, donc c'est logique qu'il y a du bois qui craque. Et pour le coup, c'est vrai. Sauf qu'il va tendre l'oreille, et il va se rendre compte que le bruit vient du vieux buffet près de la fenêtre. Rémi se lève donc pour vérifier et s'approche. Et à ce moment-là, les bruits disparaissent. Il ouvre les tiroirs, mais rien. Alors je précise qu'il ouvre les tiroirs car la première pensée de Rémi, c'est qu'il y a une petite souris ou un truc du genre bloqué dedans. Et comme Rémi ne trouve rien, il décide d'ignorer le bruit et retourner s'asseoir. Et Rémi l'explique que plusieurs fois le soir, il va entendre successivement de nouveau beaucoup de craquements. Cette situation va le rendre mal à l'aise dans l'appartement, surtout la nuit lorsqu'il va avoir du mal à s'endormir. Alors Rémi à ce moment-là de l'histoire, il explique qu'il aime bien son appartement et qu'il se sent juste un peu moins à l'aise. Et ce qu'il va faire pour ça du coup, car il y réfléchissait d'ailleurs depuis longtemps, c'est de prendre un chien. Il avait l'idée depuis longtemps, sauf que maintenant, avec la rupture et les quelques bruits dans l'appartement, il se dit que c'est le meilleur moment pour en prendre un. Rémi adopte donc un petit chien du nom de Django. C'est un petit berger allemand, il explique qu'il est très mignon. On est donc le jour où Rémi rentre dans son appartement pour la première fois avec son chien Django. Et première chose assez spéciale pour Rémi, c'est que son chien ne veut pas rentrer dans son appartement. Vraiment, il reste bloqué là devant la porte d'entrée et fait le tour pour pas rentrer. Évidemment, ça va durer seulement quelques secondes, car Rémi va le porter et le mettre dans l'appartement. Là, il va y installer une petite niche, des joujoux, etc. pour que son chien Django se sente à l'aise. Et ça, Rémi raconte que ça va lui faire beaucoup de bien. Il est très câlin avec son chien et surtout ça lui fait du bien de plus être seul dans son appartement quand il y a des bruits. D'ailleurs, les bruits vont disparaître subitement quelques semaines après l'arrivée de Django. Et ça, c'est tant mieux. Sauf qu'au bout de plusieurs semaines, Rémi explique qu'il dort tranquillement et que bizarrement il est réveillé. Et de nouveau, il est réveillé par des grattements qui se déplacent un peu partout dans l'appartement. À ce moment-là, Rémi se réveille et fonce dans le salon pour prendre Django sur le fait. C'est probablement lui qui gratte sur le canapé ou sur le parquet et il est peut-être directement en train de démolir son appartement. Mais non, lorsque Rémi arrive, il est surpris de ne pas voir Django. Rémi n'a pas vu, mais Django en fait lui dormait dans la salle de bain, sur le tapis de douche. Et ça a son importance. Rémi il comprend pas, comme nous d'ailleurs, et retourne donc se coucher. Et vous allez voir que tout va devenir de plus en plus creepy pour Rémi. En effet, il explique que petit à petit, les bruits c'est comme s'ils se rapprochaient de lui.
Au début c'était dans le salon, puis petit à petit c'est constamment dans sa chambre alors qu'il dort. Et Rémi explique qu'il va avoir de plus en plus de mal à dormir jusqu'à une certaine nuit. Ça fait du coup quelques mois désormais que Rémi a du mal à dormir la nuit à cause des grattements. Enfin, surtout des bruits étranges. Sauf qu'une nuit, alors qu'il trouve enfin le sommeil, il est surpris. Et en fait, il explique qu'il dort une jambe sous la couette, une jambe dehors. Alors, ne me demandez pas pourquoi, moi aussi je fais comme ça, pour à la fois avoir chaud et avoir un petit peu de fraîcheur quand même. Et alors qu'il a sa jambe en dehors de la couette, son pied, lui, est en dehors du lit. Et Rémi se souvient, comme si c'était hier, il va ressentir des grattements sur son pied, qui vont immédiatement le réveiller. Étant donné que c'est physique, il se dit que c'est obligatoirement quelqu'un qui a fait ça. Et comme il n'y a que lui et son chien Django dans l'appartement, il va croire à nouveau que c'est son chien. Il allume alors la lumière de sa chambre et découvre que Django n'est pas là. Rémi ne comprend pas et le retrouve encore une fois dans la salle de bain, en boule, sur le tapis de sol. Clairement, Rémi n'arrive plus à retrouver le sommeil cette nuit-là, et il décide donc de partir pour de bon de son appartement. Pour lui, c'est sûr, il y a forcément quelque chose qui cloche là-dedans. Rémi va alors appeler son propriétaire pour parler de ses mésaventures, et dire qu'il va quitter tout de suite l'appartement. Et vous savez, normalement, il y a un bail d'1 mois à respecter. Sauf qu'étonnamment, le propriétaire va lui dire « D'accord, ok, ça marche, on fait comme ça ». Et au moment de raccrocher, le propriétaire va avouer à Rémi que c'est pas le premier à signaler des choses étranges dans cet appartement. D'ailleurs, le propriétaire lui raconte qu'il a acheté la maison il y a 5 ans de ça, et qu'avant, cet appartement appartenait à un vieil homme qui est décédé dans son lit. Le propriétaire de l'appartement n'en dira pas beaucoup plus à Rémi, mais pour lui, nul doute, cet appartement est hanté, et c'est probablement l'esprit de ce vieil homme décédé qui joue des mauvais tours. Comme s'il voulait pas que quelqu'un prenne sa place dans l'appartement. Bon, fin de cette première histoire, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si vous êtes encore chaud, on enchaîne sur la seconde. Pour cette seconde histoire, on va rejoindre une petite famille parisienne qui va vivre un événement horrible avec un Airbnb. Ce thread est raconté par Marc, le père, Julie, la mère et leur fils de 10 ans, Timéo. Marc explique qu'ils ont prévu de passer un week-end ensemble dans une petite ville en campagne. Ils ont en effet craqué sur une annonce d'un Airbnb contenant un jacuzzi. Et ça donne vraiment envie à cette famille de passer du temps ensemble. Marc raconte qu'après leur journée de travail du vendredi, ils vont donc prendre la voiture pour 2 heures de route et passer le week-end dans ce Airbnb. Une fois arrivés là-bas, ils arrivent dans une rue et trouvent la porte pour monter à leur Airbnb. C'est situé juste à côté d'une boulangerie, donc quand ils rentrent, ils ont un palier avec un accès réservé pour le boulanger. Eux doivent monter au premier étage, et d'ailleurs je précise qu'il n'y a qu'un seul étage à ce bâtiment. Et se trouvent donc devant eux au premier étage 2 portes, avec 2 boîtiers. Alors c'est les boîtiers typiques Airbnb à code pour déverrouiller la porte. Alors attention, pas pour récupérer des clés, c'est vraiment à code pour déverrouiller la porte. Et croyez-moi ou non, ça aura son importance pour la suite. Donc l'accès se fait par un boîtier à code, ce qui j'avoue est toujours super pratique. Le code leur a été envoyé plus tôt automatiquement par le propriétaire du Airbnb après leur réservation. Ils rentrent et commencent à s'installer. L'appartement, faut savoir qu'il est divisé en 2 parties. Quand on rentre, on a toute une partie sur la gauche contenant le salon et la cuisine, ainsi qu'une vue directe sur la partie terrasse et ce qui nous intéresse, le jacuzzi. C'est assez atypique car c'est une grande terrasse située en hauteur. Enfin, sur ce qu'ils décrivent, ça a l'air d'être d'une grande terrasse avec un jacuzzi un peu à l'abri de tous les regards. Et ils expliquent aussi qu'il y a au-delà de la terrasse le toit d'une maison et qu'il faut le voir pour le croire tellement c'est stylé. Et chose que j'ai pas dit, sur la droite de l'entrée, quand on rentre dans l'appartement, on fait face à 2 chambres. La salle de bain, quant à elle, elle est située juste en face de la porte d'entrée, même si ça n'a pas d'importance pour la suite. On est donc vendredi soir et tout se passe très bien. Ils découvrent le jacuzzi, ils passent un moment en famille, ils mangent de la pizza, bref, un bon moment. Et c'est pareil pour le samedi. Ils visitent la région, mangent dans un resto local, et finissent la soirée devant un film avant d'aller se coucher. Et c'est ici que ça va se corser. Marc et Julie, les parents, dorment dans la chambre principale, tandis que Théo, lui, a sa propre chambre juste à côté. Tous les 3 vont s'endormir pensant passer une bonne nuit bien reposante. Sauf que vers 2-3 heures du matin, Julie est réveillée par un bruit sourd venant de l'extérieur. Julie, elle est dans le gaz, elle est immobile et tend simplement l'oreille pour s'assurer que le bruit qui l'a réveillée, c'est rien de grave. Et petit à petit, Julie remarque des petits cliquetis réguliers. Et ces petits cliquetis, ça s'apparente à quelqu'un qui manipule le boîtier à code. Vous savez, celui de l'entrée. Elle pousse un peu Marc pour lui dire d'écouter les bruits pour confirmer qu'elle est pas folle et qu'elle n'entend pas des bruits toute seule dans sa tête. Marc se réveille et tend l'oreille également et chuchote à Julie que c'est sûrement pour l'appartement d'à côté. Et pour lui, une personne a réservé l'appartement d'à côté et il est juste arrivé très tard, c'est tout. Et après tout, pourquoi pas? Ça semble la raison la plus logique. Et comme le boîtier de l'appartement 1 et de l'appartement 2 sont juste à côté, c'est normal d'entendre du bruit comme si c'était chez eux. Mais ces bruits, ça va durer un petit temps, genre 5-7 minutes.
Marc et Julie vont alors supposer que le locataire du second appartement a du mal à ouvrir son boîtier et que c'est vraiment relou. Cependant, après quelques minutes, un clic bien plus sonore retentit. Les bruits s'arrêtent d'un coup, mais un lourd silence s'installe. Marc commence à douter et décide de se lever pour voir ce qui se passe. Marc se lève et avance doucement vers la porte de leur chambre dans un silence de plomb. Marc vérifie dans la chambre à côté que Théo va bien et en effet il dort donc parfait. Mais alors qu'il approche du salon dans le noir complet, il entend des pas précipités vers lui. Marc va recevoir un coup à la tête et se faire bousculer et tomber par terre. Tout à coup, le silence est brisé par des cris stridents venant du salon. Julie, restée dans le lit, entend des fracas de meubles renversés et elle entend des bruits de chaises tomber. Bref, elle entend un véritable bordel qui est en train de se produire dans le salon. Elle ne sait ni combien de personnes sont dans le Airbnb, ni pourquoi ils sont là. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a aucune nouvelle de Marc qui vient de se faire assommer. Au bout de quelques secondes, Julie va se précipiter quand même en dehors de sa chambre et va pour allumer le salon et potentiellement aider Marc. Sauf qu'en allumant le salon, elle va voir 3 jeunes en sweat à capuche, visiblement très agités, en train de tout retourner dans le Airbnb. Elle a du coup à peine le temps de voir Marc par terre qu'elle se prend à son tour un coup de l'un des 3 jeunes et tombe par terre. Les 3 jeunes vont leur dire une phrase qui va leur rester en mémoire pour longtemps. C'est bon, ils ont assez flippé, on dégage de là. Julie et Marc vont alors reprendre connaissance et se retrouver en pyjama dans le salon complètement paumés. Ils n'arrivent pas à se rendre compte de ce qu'ils viennent de vivre à 2-3 heures du matin. Et c'est vrai, 3 jeunes viennent littéralement de s'introduire dans leur Airbnb et tout saccager. Dans ce marasme, il y a quand même une chose de positive pour eux, c'est que leur fils de 10 ans, Théo, ne s'est rendu compte de rien et ne s'est même pas réveillé. Et oui, quand t'es parent, la vie de ton fils vaut bien plus que la tienne. Ils sont donc bien contents qu'il n'ait pas vécu ça ce soir-là. Marc et Julie sont donc tétanisés et n'ont alors pas le choix de se barricader pendant la nuit et attendre le lendemain matin. En effet, il est passé 3 heures du matin, ils vont pas partir de là car ils n'ont tout simplement pas d'endroit où aller. Je rappelle qu'ils sont en campagne quand même très loin de chez eux. Donc évidemment, ils vont pas dormir et vont envoyer des messages en pleine nuit à la propriétaire du Airbnb. On arrive désormais au lendemain matin. Il fait clair et Marc et Julie sont exténués car ils ont très peu dormi. Ils enlèvent leur petite barricade et découvrent que la porte est en fait intacte. Comme s'il n'y avait pas eu d'infraction de la part de ces 3 jeunes. Ça signifie une chose, et pas des moindres. C'est que ces 3 jeunes connaissent le code pour déverrouiller la porte. Maintenant, on fait un bond dans le temps de quelques minutes avant de voir arriver la propriétaire des lieux. Elle a reçu les messages de Marc et Julie en pleine nuit et vient donc aux nouvelles. La propriétaire s'excuse pleinement à Marc et Julie, bien entendu, et constate également le désastre dans son appartement. Alors faut savoir que pour beaucoup d'Airbnb, c'est l'investissement d'une vie. Donc, terrible nouvelle pour la propriétaire. Après quelques minutes à discuter, ils se rendent compte que le code est changé chaque mois. Alors il n'y a pas de secret, si les 3 jeunes ont réussi à entrer, c'est qu'ils ont réservé un jour ce Airbnb et ils ont tout simplement retenu le code. La propriétaire malgré tout va se défendre en disant qu'il n'y a que des personnes mal intentionnées pour faire ça et elle a raison. Une plainte va alors être déposée à la police, mais accrochez-vous bien car étant donné qu'il n'y a aucune trace d'infraction, les supposés anciens clients de ce Airbnb n'ont pas été inquiétés. Justice quand tu nous tiens. Alors je vous le dis, ce genre d'histoire, ça me rend dingue quand je vois cette injustice. Et enfin, Marc finit son thread par une réflexion qui le hante encore aujourd'hui. Que se serait-il passé si ces 3 jeunes ne voulaient pas juste tout retourner ce jour-là? Et si ils s'en étaient pris à eux et à leur fils? Après tout, sans justice, ils ne se considèrent plus en sécurité nulle part. Bon, avant de démarrer sur la 3e histoire, sachez bien que la révélation à la fin va vous choquer. Donc restez bien, restez au moins sur cette histoire, vous allez kiffer. Dans ce thread, on va parler d'une famille composée de Paul, le père, d'Élise, la mère, et de leur fils de 3 ans, Marceau. Ah, et j'ai oublié le petit dernier, Willy, c'est un Shiba-Inu et c'est important pour la suite. Cette famille a prévu de partir en vacances dans le sud de la France. Et étant donné qu'ils ont un enfant de 3 ans, ils ont décidé de traverser la France en 2 fois. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'une ville voisine à Strasbourg pour aller jusque dans les Pyrénées. Et qu'au lieu de tout faire d'une traite, ils vont s'arrêter et dormir dans un Airbnb pour reprendre des forces et repartir le lendemain matin. C'est donc parti. Pour Paul et Élise, ils ont préparé leurs bagages, ils attachent leur fils Marceau et c'est parti pour l'aventure. Ils ont prévu de partir 2 semaines dans les Pyrénées françaises et ça les motive de passer du temps en famille, rien que tous les 4. Bah oui, n'oubliez pas Willy leur chien quand même. Comme prévu, Paul s'arrête au milieu de la France, à mi-route, pour se poser dans un Airbnb pour une nuit et dormir. Ils ne veulent pas bouleverser le sommeil de leur garçon de 3 ans, donc normal. Ils arrivent donc dans une ville qui s'appelle Vierzon. Ils ont réservé à l'avance leur Airbnb, donc ils ont déjà toutes les informations pour rentrer dans l'appartement. Et donc ils vont pouvoir poser leurs bagages pour la nuit, et c'est tout.
Ils posent donc leurs bagages dans l'appartement, puis ils ont prévu de faire un petit tour dans la ville pour tout simplement visiter et promener leur chien. Quand ils arrivent dans l'appartement, Paul et Elise sont surpris en bien de l'appartement. Vraiment, ils mélangent l'ancien avec des poutres apparentes et il y a aussi un mélange de moderne. Et franchement, ils sont très contents de pouvoir être dans cet appartement et de dormir ici. Comme on fait tous, Paul et Elise et Marceau, leur enfant de 3 ans, visitent l'appartement et découvrent chaque pièce. Il y a une grande pièce à vivre avec un salon et un espace cuisine, ainsi que 2 chambres et une salle de bain accessible via des portes en plein milieu du salon. Vraiment un bel espace pour que leur fils joue un peu. Et comme je l'ai dit, ils ont prévu de faire un petit tour dehors ensuite pour promener Willy. Et c'est aussi l'occasion de visiter la ville. Avant ça, Paul va aux toilettes pour faire pipi et remarque qu'il y a un petit trou dans le mur. Une sorte d'espace entre le sol et le mur, donnant sur on ne sait quoi. Bon, pour donner une image plus précise, c'est comme s'il y avait une planche mise horizontalement qui n'est plus là. Et forcément derrière, il n'y a rien, c'est tout noir. Et alors que Paul regarde ça de plus près, il est surpris d'entendre son fils derrière, un peu plus loin dans la chambre, dire « Il y a une femme, maman, il y a une femme !» Paul se retourne et sort des toilettes. Il regarde alors Elise et tous les deux sourient dans un premier temps. Car on va pas se mentir, si un jour votre fils vous dit « il y a quelqu'un dans la maison » ou un truc du style, bah c'est un scénario digne d'un thread d'horreur. Ou d'un début de film d'horreur. Bref, ils prennent tout de même ça au sérieux, même si leur fils est un peu blagueur. Ils regardent dans la chambre et effectivement il n'y a personne. Ce qui donne à Paul et Elise un fou rire partagé avec leur petit garçon. Même si j'imagine qu'il ne comprend pas vraiment pourquoi il rigole. Bref, c'est le moment pour la famille de promener Willy, enfin, et c'est donc parti. Vierzon, c'est une assez petite ville et ils trouvent qu'elle est magnifique. Il y a des rues pavées, des petites places pleines de charme, c'est la campagne pour eux et franchement, ils ne le regrettent pas du tout. Sur la route de la promenade, ils s'arrêtent à un petit supermarché de quartier et prennent de quoi manger pour le soir. Et rien à dire de plus, ils vont rentrer, manger et aller tout doucement au lit. Paul va pour coucher son fils Marceau au lit. Il raconte une petite histoire à Marceau quand il remarque des bruits venant de cette chambre. Ça vient de derrière lui, et donc le regard de Paul se dirige vers la table de chevet en bois, située à même pas 1 mètre de lui. Il explique qu'il entend des petits tapotements réguliers, à peine audibles. Il se dit que c'est probablement dû à la vieille structure de l'immeuble, ou tout simplement à la pluie torrentielle qui s'abat sur Vierzon, depuis qu'ils sont rentrés de la promenade. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Paul pense que les bruits qu'il entend, c'est de l'eau qui coule entre les murs. Paul sort alors de la chambre de Marceau, puis se prépare également pour aller dormir avec Elise. Et tout semble paisible pendant 2 heures. Car oui, 2 heures après, Marceau se réveille et commence à dire « Willy, arrête de m'embêter !» Ce qui sous-entend que Willy, leur chien, est dans la chambre de Marceau et qu'il l'embête. Sauf que Willy, leur chien, il n'est pas dans la chambre de Marceau, il est dans la chambre de Paul et de Elise tranquillement couchés au pied du lit. Paul se lève et va donc voir Marceau pour voir ce qui ne va pas. Et étrangement, il n'y a rien, et Marceau dort déjà. Donc ça peut être un mauvais rêve de sa part, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Entre-temps, Paul passe faire un petit pipi aux toilettes, puis repart en direction de sa chambre. Sauf qu'en sortant des toilettes, il remarque pourtant quelque chose d'étrange. Son chien, Willy, n'est plus dans la chambre, mais se trouve dans le salon. Et là, ça fait pas peur, car son chien Willy, il a l'habitude de changer régulièrement de place en pleine nuit. Non, le problème, c'est que du coup, son chien Willy est assis en plein milieu du tapis de salon, fixant le plafond d'un air figé. Et ça, c'est pas habituel pour Paul, qui explique que son chien, la nuit, il est toujours allongé. Il est en mode repos, il passe clairement pas ses nuits à fixer un plafond sans rien faire. Paul, il est fatigué, il se dit que c'est rien et que très vite, il ira sur le canapé, se poser et dormir comme il fait habituellement. Bref, les parents, Paul et Elise, finissent par se rendormir. Enfin, quelque temps, pas plus. En effet, Paul explique qu'il ne sait pas quelle heure il est, mais il entend plusieurs tapotements. Un peu comme ceux entendus dans la chambre de Marceau, mais un peu plus fort. Cette fois, le bruit semble provenir de très près, et un peu partout dans la chambre. Et donc, en écoutant attentivement, Paul remarque que ce bruit vient du plafond. Les rideaux de la fenêtre n'étant pas fermés, il peut voir distinctement quelque chose bouger dans les airs dans sa chambre. En réalité, il entend des bruits de battements d'ailes de chauve-souris. Oui, une chauve-souris, en plein milieu de la nuit, vole ou arpente leur chambre. Et Paul, il est grand, il est courageux, donc il va se cacher immédiatement sous la couette, terrifié à l'idée que la chauve-souris vole au niveau de sa tête. Elise, étant plus petite, prend son courage à 2 mains et va pour allumer la lumière. Et en définitive, être certaine que c'est bien une chauve-souris et pas un simple oiseau. Et Paul et Elise, ne savant pas quoi faire dans ces cas-là, ne savant pas si c'est dangereux ou pas, décident d'ouvrir la fenêtre. Paul va donc ouvrir la fenêtre, puis se barre de l'autre côté de la chambre. Et pendant plusieurs minutes, Paul et Elise vont alors observer cette chauve-souris s'accrocher au dressing, et puis même voler un peu partout dans la chambre. La pauvre chauve-souris semble complètement désorientée, et malheureusement ça va s'arrêter là. Paul et Elise comprennent qu'elle n'arrive pas à trouver la sortie, malgré la fenêtre grande ouverte. Et donc naturellement, ils décident de battre en retraite.
Ils ferment alors la porte de leur chambre et sont contraints de dormir dans le canapé et le lit de leur fils. Paul et Elise passent effectivement une très mauvaise nuit par peur qu'une autre chauve-souris se trouve dans l'appartement. Bon, et c'est pas tout, il y a encore beaucoup à dire sur cette histoire. Le lendemain matin, Paul et Elise ouvrent leur porte de chambre et constatent que la chauve-souris a probablement pu s'enfuir car elle n'était plus là. Heureusement pour cette petite bête, elle a pu retrouver des endroits, on va dire, plus adaptés pour elle. Bon, et je vous dois une vérité assez gênante les amis. Cette histoire, c'est la nôtre, c'est celle de ma famille. On l'a vécue il y a plusieurs mois maintenant, à l'heure où cette vidéo est tournée. On a vraiment vécu ça, et moi faut savoir que j'ai une peur dingue des chauves-souris. Je me rappelle que j'ai déjà été dans ce qu'on appelle une bat cave, un endroit avec plein de chauves-souris dans leur milieu naturel. Et franchement, j'étais clairement pas bien. Tu peux me mettre face à un éléphant, ça va, mais des chauves-souris, je suis pas bien. Probablement car c'est des petits trucs imprévisibles et je déteste ça. Enfin bref, j'aimerais donc revenir sur plusieurs points, parce que cette histoire je la connais par cœur, c'est moi qui l'ai vécue. Déjà, le premier, lorsque notre fils nous a dit qu'il y a une femme dans la chambre, franchement, on n'en pouvait plus tellement c'était drôle. La situation était tellement bizarre que moi ça m'a fait rire. Enfin, je rigolerais moins s'il y avait vraiment une femme, bien entendu, mais là pour le coup, il n'y avait pas de raison. Et deuxième chose, par rapport aux toilettes, je suis persuadé que le trou dans les toilettes ça donnait sur des endroits où probablement la chauve-souris a pu venir. Enfin, ça reste mon avis. Et troisième chose, mon chien, je suis persuadé qu'il regardait la chauve-souris immobile au plafond et que je l'ai pas vu ou pas entendu à ce moment-là. Quatrième chose, les bruits dans la chambre de mon fils, en y repensant, je suis sûr que la chauve-souris était cachée sous la table de chevet et battait un peu de l'aile. Et dernière chose, après je vous laisse là-dessus, j'ai appris après ça que dans cette situation, il fallait pas allumer la lumière car les chauves-souris, ça les aveugle plus qu'autre chose. Enfin, je savais pas et c'est peut-être la chose que je regrette le plus ce soir-là. On aurait dû effectivement plutôt fermer la porte et laisser dans le noir la chauve-souris avec la grande fenêtre ouverte. Au moins pour tous ceux qui vont vivre une expérience similaire par la suite, vous savez. Pour cette quatrième histoire, on va aborder une mécanique particulière. Enfin, petite mécanique, mais histoire bien troublante quand même, ça, je peux vous le promettre. On va parler ici de Jackson et de Riley, un couple d'Américains qui louent une maison isolée via la plateforme Airbnb. Et oui, c'est quand même le sujet de la vidéo. Ensemble, ils vont partir pour se détendre une semaine à la campagne. Et j'avoue, une semaine à la campagne américaine, ça me tente grave. Jackson et Riley partent de chez eux et se dirigent donc vers le Airbnb un dimanche soir. Une fois arrivés à la maison, ils découvrent un Airbnb moderne et très spacieux. Ça correspond aux photos, mais en un peu mieux, et ça c'est cool. Jackson et Riley expliquent qu'il y a plein d'équipements modernes, et notamment un système de lumière automatique dans un sous-sol aménagé. Et vous savez, ils ont souvent ça, les maisons américaines, donc je trouve ça pas étonnant qu'ils nous disent ça. Le propriétaire, lorsqu'il finit la présentation du Airbnb avec eux, il explique que ça fonctionne au mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'une présence est détectée, ça se déclenche. Et qu'une fois qu'il n'y a plus de mouvement pendant les 30 secondes, et ben bim, ça s'éteint tout seul. La pièce du sous-sol est alors accessible par une petite porte située près des toilettes avec un escalier menant directement au sous-sol. Bref, si Jackson et Riley nous précisent ça, c'est pas un hasard. Les premiers jours, a priori pour Jackson et Riley, se passent plutôt bien, voire même très bien, car ils sont dans un endroit très paisible et ils sont bien loin de la grande ville stressante. Et chaque soir, Jackson et Riley, ils ont un rituel. C'est de jouer à des jeux de société une petite heure avant d'aller se coucher. Ils trouvent qu'ils n'en font jamais assez quand ils sont pas en vacances, donc c'est l'occasion pour eux d'en faire et de sortir de la routine. Et Jackson explique qu'un soir, alors qu'ils viennent de finir un jeu de société, ils décident d'aller se coucher. Ils éteignent toutes les lumières et vont dans leur chambre. C'est un plein pied, je sais pas si je l'ai précisé au début, mais en clair il y a une entrée en forme de sas qui donne sur une porte vers le sous-sol et une porte de toilette, et à côté de ça il y a une ouverture sur le salon, là où ils jouent à leur jeu de société notamment. Et dans le fond de ce salon, un peu en forme de L du coup, il y a la porte de leur chambre. Riley est donc dans le lit pendant que Jackson s'assure de fermer la maison à clé et d'éteindre la lumière. Et en passant dans l'entrée, il éteint la lumière et remarque qu'il y a une source lumineuse par terre. Cette source lumineuse, c'est en fait la lumière allumée dans le sous-sol qui passe par le bas de la porte et donc se reflète dans l'entrée. Alors c'est léger, hein, mais Jackson il explique que ça lui a tout de suite sauté aux yeux. Sauf que, on l'a dit tout à l'heure, pourquoi la lumière serait allumée dans le sous-sol, étant donné que ça fonctionne grâce à un détecteur de mouvement. Jackson, c'est un Américain, il a pas peur. Il ouvre la porte du sous-sol et demande clairement s'il y a quelqu'un. Il entend personne, donc descend et vérifie effectivement il n'y a personne. Ça va assez vite car Jackson remarque qu'il n'y a rien et remonte aussitôt. Lorsqu'il remonte, il fait un bon move. C'est celui de regarder si la lumière du sous-sol s'éteint après les 30 secondes. Signe qu'il y aurait du coup personne et que ça s'est juste déclenché comme ça. Et ça va s'éteindre. Donc pour Jackson, fausse alerte, ça a dû se déclencher automatiquement, un truc a dû tomber, un truc a dû bouger, mais il n'y a rien d'alarmant. Durant cette même soirée, cette même nuit, un nouvel événement étrange va alors se produire. Et en effet, Riley, en pleine nuit, se réveille pour aller aux toilettes.
Elle traverse donc le salon, plongée dans l'obscurité, puis avance vers l'entrée où se trouve la porte des toilettes. Et alors que Riley est aux toilettes, elle croit entendre un clic distinct provenant de la porte d'à côté, à savoir la porte reliant au sous-sol. Et pareil que Jackson un peu plus tôt, elle découvre en sortant des toilettes qu'il y a de la lumière sous la porte du sous-sol et que du coup c'est allumé. Et Riley, n'étant pas à l'aise à l'idée d'aller dans le sous-sol en pleine nuit toute seule, elle va tout de suite avertir son copain Jackson. Le couple retourne ensemble devant la porte du sous-sol et tout est éteint. Donc problème réglé, il est 2-3 heures du matin, hop, ça repart au dodo. Le lendemain matin, la lumière du sous-sol est le principal sujet de conversation. Ils ont envie de savoir pourquoi cette lumière s'allume et s'éteint toute seule. Et vous savez quoi? Riley et Jackson c'est des petits malins, car ils vont placer des chips tout le long des escaliers, afin que si quelqu'un s'introduit bien dans le sous-sol et qu'il veut rentrer dans la maison, il passera par les escaliers et fera donc du bruit, ce qui réveillera nos deux amoureux. Ils achètent donc des gros paquets de chips et mettent en place le piège et passent leur soirée un petit peu plus tranquille. Alors je sais pas vous, mais si j'avais un doute que quelqu'un rentre dans mon Airbnb la nuit, franchement je serais pas serein comme eux. Mais après tout, on est aux États-Unis, c'est une mentalité différente, donc passons. Avant d'aller dormir, Jackson et Riley se rendent dans l'entrée et remarquent que la lumière du sous-sol est bien éteinte, donc tranquille. Ils vont donc dormir et petit à petit, Jackson il a comme une appréhension. Il repense sans cesse à cette lumière du sous-sol à un point où il n'arrive même pas à s'endormir. Et il a bien fait de pas s'endormir. À un moment où ses yeux se ferment tout seuls, il entend un peu plus loin dans la maison des bruits de pas. Vous l'aurez compris, quelqu'un est en train de marcher dans l'escalier du sous-sol et le bruit des chips se fait entendre par Jackson. Jackson réveille alors Riley et crie dans la maison pour indiquer de se barricader dans la chambre pendant que lui va vérifier au sous-sol. Et je le précise, on est en Amérique et le port d'armes est autorisé, avec un permis bien sûr. Et Jackson, il a son permis et il a une arme, un pistolet. Il va donc la saisir et menacer la personne dans le sous-sol de sortir immédiatement, auquel cas il utilisera son arme pour défendre sa femme et lui. Pendant quelques secondes, Jackson n'entend plus le moindre bruit jusqu'à entendre une vitre se casser. Jackson ouvre alors la porte et descend les escaliers. Et face à lui, il retrouve une silhouette en train de sortir de la cave par une vitre. Vous savez, ce genre de vitre un peu à l'horizontale qu'on peut trouver dans les maisons américaines. Face à ça, Jackson, il va pas tirer à bout portant. La silhouette est en train de s'échapper, donc vaut mieux ça que de tirer et d'avoir un procès derrière, on sait jamais. Et surtout, Jackson remarque un détail qui va effectivement l'aider un peu mieux à comprendre qui est cette personne. En fait, par terre, Jackson découvre des boîtes de conserve, et elles ne sont pas là par hasard. Et c'est à coup sûr cette personne qui a tenté de les voler en partant mais qui n'a malheureusement pas eu le temps. Et chose encore plus étonnante pour Jackson, c'est qu'il est persuadé d'avoir entendu un « sorry » de la part de la personne. Ce qui signifie qu'elle ne voulait pas du tout de mal à Jackson et à Riley, mais qui s'est introduit uniquement pour prendre de la nourriture et manger. C'est donc naturellement que Jackson croit à un SDF et tout ça va lui être confirmé un peu plus tard. Ça va être confirmé le lendemain matin quand Jackson et Riley vont appeler le propriétaire de ce Airbnb. Le propriétaire raconte qu'il y a effectivement des SDF pas méchants qui s'introduisent dans les maisons car ils meurent littéralement de faim. Jackson va leur terminer son thread en disant que même si cet homme n'était probablement pas malveillant, qu'il voulait juste manger, ce sentiment de ne pas être seul chez soi, ça fait bien flipper. Alors fin de ce 4e thread d'horreur, plutôt sympa je trouve, mais si vous n'êtes pas encore rassasiés, on reste ensemble et on part sur une 5e histoire. Donc les amis, on va terminer avec une dernière histoire qui, je vous le dis, me fait froid dans le dos. Alors peut-être la pire fin d'une histoire que je vais vous raconter sur la chaîne du Joker. Et cette terrible histoire, c'est celle d'Adrien. Adrien, c'est un garçon de 30 ans qui vit en Espagne et qui a la particularité de s'être fait opérer du pied il y a quelques temps. Adrien est donc naturellement en béquille et pour lui, chaque jour n'est pas si facile. Il a d'ailleurs un chien, donc il doit le promener quotidiennement. Sauf qu'avec ses béquilles, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Malgré tout, Adrien explique qu'il s'attache à promener son chien Loki tous les jours, aussi longtemps qu'il peut. Et il précise que sa relation avec Loki, elle est géniale. Son chien, c'est un petit beagle et ils kiffent passer du temps ensemble. Après quelques mois post-opération, Adrien peut enlever ses béquilles, mais malgré ça, il explique qu'il doit réapprendre à bien marcher après son opération. Mais malgré tout, c'est désormais bien plus simple pour faire les promenades avec son chien Loki. Et Adrien, étant donné qu'il est encore en convalescence, il est toujours en arrêt de travail. Il a donc la bonne idée de partir 5 jours à Alicante, en Espagne, à quelques heures d'ici. Il s'y rend en train avec son chien Loki et il a prévu de faire des balades le long de la plage. Et ça, il raconte que c'est tout bénef. Son chien adore promener le long de la plage et lui, il va marcher pieds nus dans le sable, ce qui va l'aider à mieux marcher après son opération du pied. Adrien réserve donc un Airbnb avec vue sur la plage, puis prend ses billets de train direction Alicante. Enfin, la région d'Alicante. Il arrive avec son chien devant le Airbnb et il est agréablement surpris de voir que l'appartement est encore plus beau que sur les photos. Et c'est vrai que normalement c'est plutôt l'inverse.
L'appartement se situe au 10e étage d'un immeuble moderne avec une vue imprenable sur la mer. Donc, accompagné de son chien Loki, Adrien profite pleinement des premiers jours entre balade au bord de la plage et coucher de soleil. Adrien explique que c'est parfait car on est en février et donc c'est la basse saison et il n'y a pas trop de monde comme en été. Idéal donc pour profiter. Maintenant, Adrien explique que ça lui fait mal au cœur mais qu'il va devoir rentrer dans les détails terribles pour lui. Adrien explique que son Airbnb est situé du coup au 10e étage d'un immeuble de 15 étages et qu'à chaque étage, il y a 4 appartements plus un ascenseur. Adrien raconte qu'en sortant pour leur balade habituelle, il ouvre la porte de son Airbnb et se dirige à une dizaine de mètres au bout de l'étage pour rejoindre l'ascenseur. Son chien Loki, lui, il n'est pas attaché et le suit généralement de près tout en fouillant un petit peu partout l'étage. Mais il ne sait ni pourquoi ni comment, lorsqu'il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur, il entend Max bondir dans les escaliers et monter à toute vitesse. Et que son chien Loki court vers les autres chiens sur la plage, ça arrive naturellement. Sauf que là, Adrien, il trouve ça bizarre. La seule raison qu'il voit son chien bondir comme ça, c'est éventuellement qu'un chat doit être là dans les escaliers et qui a donc fait courir Loki à ce moment-là. Adrien tente d'appeler clairement son chien. Alors il explique qu'il va pas crier non plus pour le rappeler car il est dans un immeuble avec des gens qui habitent ici et donc il respecte ça. Malgré tout, Adrien appelle son chien une fois, 2 fois, 3 fois, mais aucune réponse. Et inutile de préciser qu'habituellement, son chien revient très vite quand son maître l'appelle. Et là, vous pensez qu'Adrien va lâcher son plus grand sprint pour aller le récupérer au 11e, 12e ou 13e étage. Eh ben non, Adrien, même s'il n'a plus ses béquilles, il peut pas encore courir. Il peut juste marcher doucement dû à l'opération qu'il a eue quelques mois plus tôt. Donc Adrien va monter les escaliers comme il peut et à son rythme pour récupérer son chien. Et pendant tout ce temps, ce qu'il trouve horrible, c'est le long silence dans les escaliers. Et c'est ce qui est bizarre, pas de bruit de son chien qui aboie. Et ce qu'il pourrait faire face à un autre chien ou même un autre chat. Pas de bruit non plus de son chien qui monte ou descend les escaliers. Donc ce silence est tellement imbuvable pour Adrien que sa gorge se noue à ce moment-là. Et après plusieurs minutes à monter les escaliers, Adrien arrive au 13e étage. C'est à ce moment-là qu'il entend une porte se claquer violemment. Le son pour Adrien provient du 14e, voire du 15e étage, le dernier. Alors, à bout de souffle et en panique, Adrien commence à frapper aux portes des appartements, en espérant bien entendu que quelqu'un détient son petit beagle Loki. Sauf qu'on est en période hivernale et donc tous les appartements ne sont pas habités, on est en basse saison. Et seconde chose, certains voisins n'aiment pas les Airbnb dans l'immeuble, parce que ça fait du bruit, il y a des gens qui viennent pour faire la fête, etc. etc. Donc, ils se montrent pas du tout coopératifs avec Adrien. Adrien explique qu'à ce moment-là, il est au 14e étage et les larmes coulent déjà sur son visage. Il est frustré et désespéré à l'idée de ne plus revoir son chien. Il ne comprend pas comment son chien a pu se volatiliser dans un immeuble. Il décide alors de monter au 15e étage. Cet étage, c'est le dernier et c'est son unique espoir de revoir son chien Loki. Arrivé au 15e étage, il remarque alors qu'au lieu d'avoir 4 appartements, il y a juste une seule porte située au bout du couloir. Et contrairement aux portes modernes et bien entretenues de l'immeuble, celle-ci, elle paraît juste abandonnée. Elle est ancienne et même abîmée de partout. Adrien s'approche lentement et découvre une plaque écaillée indiquant 15B sur la porte. Lorsqu'il arrive devant la porte, il va pour sonner, sauf qu'il remarque que c'est légèrement entrouvert. Adrien pousse alors la porte, puis appelle Loki et demande s'il y a quelqu'un. Et encore une fois, toujours pas de réponse. Adrien ouvre alors la porte et découvre un intérieur sombre. Les fenêtres sont fermées et seule la lumière de l'entrée ramène de la luminosité dans l'appartement. Adrien remarque que tout est un peu en dessus-dessous et que cela représente plus un squat qu'à autre chose. Et alors qu'il y a une odeur de renfermé, Adrien, plus il avance, plus il se sent mal à l'aise ici. Il continue toujours d'appeler son chien, mais encore une fois silence complet. Et alors qu'il avance, Adrien aperçoit un objet par terre. Il regarde de plus près et remarque que cet objet, c'est le collier de Loki. Adrien y répète « Loki, viens ici, Loki, viens ici ». Puis soudain, bam! La porte d'entrée se referme derrière lui, laissant Adrien dans un noir absolu. Pris de panique, il sort alors dans l'appartement et prend l'ascenseur pour contacter immédiatement le propriétaire du Airbnb ainsi que la police. Et tout ça va alors prendre une toute autre tournure quand la police va indiquer qu'aucun locataire ne vit dans l'appartement du 15e étage. Et ça depuis que l'ancien propriétaire est parti brusquement, laissant donc cet appartement, comme l'a trouvé Adrien, à l'abandon. Le propriétaire du Airbnb lui affirme qu'il est impossible qu'un intrus ou autre ne squatte l'appartement, vu le niveau de sécurité de l'immeuble. Et en effet, il faut une clé pour franchir le premier portail de la résidence, ainsi qu'une seconde clé pour rentrer dans l'immeuble, et ainsi que sa clé pour entrer dans son appartement. Bref, c'est donc quasiment impossible que quelqu'un squatte le 15e étage. Sauf que le problème pour Adrien n'est pas là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est son petit beagle, son chien. Et malheureusement, il ne le retrouvera pas.
Il va tout de même désespérément mettre des affiches dans le quartier avec son numéro de téléphone. Mais rien, aucune trace de son chien depuis ce jour-là où il a bondi dans les escaliers vers le 15e étage. Adrien explique qu'il ne passe pas un jour sans appeler la police locale d'Alicante pour demander s'ils n'ont pas retrouvé son chien. Et c'est là où je vous dis que c'est une fin horrible, car si l'histoire est vraie, je rappelle qu'on peut jamais garantir à 100% qu'elle est vraie, eh bien c'est juste dramatique ce qui s'est passé pour Adrien. En tout cas, et si c'est le cas, j'espère qu'il va le retrouver, car un chien, ça disparaît pas comme ça. Bon, et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère que vous avez vraiment kiffé les 5 histoires que je vous ai racontées. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ou tout simplement à vous abonner si c'est pas encore fait. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Perfect.